Bonjour tout le monde, ça nous fait vraiment plaisir de partir cette nouvelle session du Living Lab, session, on va dire, hiver, presque printemps maintenant, 2024. C'est exactement le quatrième anniversaire du Living Lab, comme le temps passe. Alors, docteur Dupuis, justement hier, il y a quand même un événement triste, mais aujourd'hui, on célèbre quand même le parcours d'un grand homme. Et on a appris aujourd'hui que vous étiez en fait un ami, une connaissance de Monsieur Premier ministre Brian Mulroney. Alors, docteur Dupuis, pouvez-vous nous placer un peu dans le contexte? Bon, j'y ai parlé la journée avant sa mort, la semaine passée, sans savoir la gravité de son état. Ça remonte à loin, là. C'était un moment qui était bien émouvant pour moi parce que je ne comprenais pas tout à fait la façon qu'il me parlait au téléphone. Il n'avait pas tout à fait l'habitude de me tutoyer, puis il me dit que j'étais un grand ami. Mais en fait, notre relation remonte à plus de 40 ans. Euh, Quand Charlevoix doit à Brian Mulroney beaucoup. Ce que j'appelle le trio culturel, c'est-à-dire le musée de Charlevoix, le domaine Forgette, puis le musée d'art contemporain à Baie-Saint-Paul. C'est vraiment la racine de tout ça. Puis nous, le musée, on était le premier dossier qui est sorti. J'étais tout jeune médecin ici, puis je me suis attaqué à quelque chose qui était plus grand que moi-même. Mais j'ai fait mes classes dans un sommet très difficile et il a fallu que je remonte toute la filière du Parti conservateur à cette époque-là. J'ai eu de l'aide, j'ai eu des bons guides, puis jusqu'au jour où je suis arrivé face à face avec Brian. À cette époque-là, j'étais avec Mme McDonald Stewart, de la Fondation McDonald Stewart. Et il y avait beaucoup de gens qui m'appuyaient dans ma démarche de doter Charlevoix d'un premier vrai musée parce que il se faisait des choses muséales, mais il n'y avait pas d'espace de rangement, il n'y avait pas de vrai musée. Et je suis parti à partir de rien, d'une personne qui me dit, il faut que tu rencontres Fernand Roberge, qui était l'état-major à Montréal, l'état-major du Parti conservateur. Il était directeur du Ritz-Carlton à Montréal. Puis, alors, je faisais la navette dans le Charlevoix, puis tranquillement, essayer de remonter dans la filière. Après ça, c'était le sous-ministre en titre au fédéral qui finalement a organisé une visite avec le PM. Et c'était un moment particulier parce que cette rencontre-là avait été assez improvisée. Puis c'est souvent comme ça dans mes démarches. Je suis un intuitif. Je ne calcule pas trop, je suis mon instinct. Et à ce moment-là, j'avais fait faire un beau cadeau pour le PM, un œuvre du forgeron Louis Riverain, qui avait fait un œuvre, lui, pour le pape. Et c'était Jean Chrétien qui avait donné la perdrix au pape Jean-Paul II. On se rappelle de ça. Alors moi, je suis arrivé avec un gros canard, puis le forgeron avait mis un tape sur le bec, il avait entouré le bec. Il avait dit, peut-être je vous conte des anecdotes, parce que j'aime ça faire ça. Et il avait dit, tu diras à M. Mulroney, au premier ministre, il ne faut pas qu'il enlève le tape sur le bec avant d'être arrivé à la maison parce que le canard va commencer à jacasser trop vite. Là, ça va partir bien la discussion parce qu'il était parti à rire. Puis à ce moment-là, Madame McDonald Stewart avait dit, je suis ici. On avait attendu 4 heures. Là, j'avais connu la stature d'une femme exceptionnelle. C'est une Européenne. Là, j'ai dit, les Européennes, ils ont du caractère. Elle a attendu dans une petite salle avec moi 4 heures avant que la porte s'ouvre et le PM soit là. Et à partir de ce moment-là, le PM m'a bien accueilli. Puis, dans les semaines suivantes, on est devenu, j'ai les documents encore, on est devenu le dossier prioritaire culturel dans Charlevoix. Et là, je vous fais compte un peu d'histoire. Mais je ne savais pas à cette époque-là que M. Mulroney était proche de M. Paul Desmarais. Je l'ai appris par la suite, qui était proche de Paul Desmarais dans le temps de Paul Laberge, les guerres de la FTQ. Ils se connaissaient. Et c'est pour ça que j'ai compris beaucoup d'années par la suite pourquoi Brian Mulroney venait souvent dans Charlevoix à sa gare. Puis là, on a commencé à se voir très souvent parce que c'était dans les années où est-ce que M. Paul Desmarais père était en déclin.
Et donc, il recevait la visite de ses proches. Puis à chaque fois que je rentrais à sa gare, puis M. Desmarais était là, M. Desmarais était là avec Brian, puis Brian arrêtait toujours, bonjour docteur. Puis là, il disait, venez jaser un petit peu. Puis je lui disais à chaque fois, M. Mulroney, je vous remercie, c'est vous qui avez donné le musée aux gens de Charlevoix, qui avez déclenché la première vraie opération culturelle dans Charlevoix, doté de ce trio-là de. Puis, il avait l'air à trouver ça drôle que je répète ça parce que je pense que les politiciens, une fois qu'ils ont donné des subventions, c'est passé derrière. Mais ça m'avait marqué. Alors, on s'est vu souvent. Et il y a un an, j'ai décidé avec la Société d'histoire ici de marquer la venue du premier ministre dans Charlevoix. C'est les raisons qui l'avaient amené. Il était le premier ministre qui a investi le plus dans Charlevoix, au-delà de 200 millions. Et je me suis mis en tête de faire un documentaire avec lui. Et malheureusement, sa santé a décliné. J'ai failli aller le voir à Montréal, puis là, il était en Floride. Jusqu'à la dernière seconde, sa dernière phrase était: mon cher ami Jean-Luc, on va remettre ça une autre fois. Puis c'était assez touchant de voir comment il a été gracieux et sage et généreux. C'est un homme qui avait un charisme, une gentillesse, une voix, là, quand tu es à côté de lui, une voix là, envoûtante. Alors, le PM a marqué l'histoire de Charlevoix et c'était dans mon devoir, moi, d'héritage charlevoisien, parce que c'était une de mes grandes préoccupations depuis que je suis ici. C'était mon devoir de mémoire de lui faire ça. Mais la Société d'histoire a eu le temps de faire un article. Donc, beaucoup d'admiration. On n'en parlera pas plus longtemps parce que c'était une histoire que Mme Denise connaît bien à cette époque-là. Les plus jeunes ne connaissent pas cette époque-là. Mais c'était une époque d'effervescence constitutionnelle extrême. Puis, Brian, dans le coin, il était très généreux. D'ailleurs, il était adoré quand il venait ici en tournée. Là. Il était comme un aimant. Tout le monde voulait se coller sur lui. Wow, quelle histoire, Jean-Luc. Donc, Brian Mulroney, c'est un grand mobilisateur. On a parlé hier de sa gentillesse, une personne extrêmement sociable pour toutes les classes sociales. C'était aussi un visionnaire, aussi un grand visionnaire. Puis on pense qu'il n'y a plus beaucoup de gens, il n'y a plus beaucoup de politiciens visionnaires comme lui, hein, qui pensent longtemps d'avance, qui sont prêts à prendre des risques. Et là, je fais le lien avec toi, Jean-Luc, parce que toi aussi, tu es un visionnaire. Toi aussi, tu es un visionnaire. On te regarde aller déjà depuis plusieurs années. Euh, et là, tu es en train de créer une révolution. Ça fait déjà longtemps avec la virée nordique. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler de qu'est-ce que tu as créé, que tu as cofondé, qui est la virée nordique, pour les gens qui ne savent pas encore ce que c'est d'entrée de jeu? La virée nordique est un événement hivernal qui se tient autour de la mi-février et qui est une invitation à connaître Charlevoix, qui était basée sur le principe de sa mission sociale, qui était de faire bouger les jeunes et les adultes. On a commencé très, très humblement il y a 11 ans. Et cette année, on a frôlé les 2800 personnes, plus les 200 bénévoles. Alors, c'était une idée qui a germé entre ma conjointe et moi, qu'on est très impliqués, nous autres, dans la promotion de la santé. Même si j'étais un clinicien, il ne faut pas penser, Mme Blanchette ou Nathalie, que je suis un tout nouveau en santé publique. J'ai fait une carrière de médecin de première ligne très, très intense. Et cet aspect-là, on a trouvé une façon de mettre en relief les beautés de Charlevoix, de l'arrière-pays, montagne, fleuve et montagne. Donc, on a eu 5 activités et tranquillement, on a commencé à zéro à former une équipe. Puis, les premières années ont été difficiles compte tenu qu'on n'était pas connus. On n'avait pas la crédibilité encore, mais on a commencé avec des centaines de participants. On a changé de site plusieurs fois. On a tout essayé, là, vraiment. On a tout essayé pour faire en sorte que ça fonctionne.
Mais notre plus grande fierté, sans aller dans les détails, c'est d'avoir pensé à faire un triathlon des jeunes. Puis c'était évidemment à l'époque, il y a 11 ans, où est-ce on était déjà depuis plusieurs années très préoccupés par la santé des jeunes. La pandémie est venue nous donner tout à fait raison. Et moi, j'ai toujours cru, j'ai deux filles, j'ai toujours cru que ce qui m'avait, moi, permis de durer dans des moments difficiles, c'était ma condition physique. Je viens de faire encore 2 heures là, avant de faire l'entrevue. Et je pensais que les gens de la santé publique qui sont des théoriciens, sont des académiciens, ils peuvent bien avoir 2 corridors pleins de documents, d'études, mais ils sont absolument incompétents pour mettre en place des mesures sur le terrain. Alors nous, on est parti avec un groupe de bénévoles qui étaient vendus à l'idée. On a fait germer le plaisir de faire ça. Alors notre grande force, c'est nos 200 bénévoles qui attendent chaque année d'être bénévoles parce qu'ils ont vu le succès. Il n'y a rien de pire que des bénévoles que le projet ne fonctionne pas. Et quand le projet fonctionne, les bénévoles, ils s'ajoutent, puis la philanthropie puis le bénévolat, c'était pour moi ma valeur principale en dehors de la médecine. J'ai fait du bénévolat toute ma vie. Et tranquillement, avec ces bénévolats, il fallait trouver des cerveaux. Alors, les cerveaux qu'on a essayé de récupérer dans nos bénévoles, on a essayé de trouver des cerveaux qui s'adaptaient à chacun des aspects de la gestion d'un événement comme ça. Par exemple, ceux qui sont bons en médias sociaux, ou c'est quelqu'un qui est bon en comptabilité, quelqu'un qui est bon, qui a une vision, quelqu'un qui a des contacts. Alors, si tu mets ce que j'appelle aujourd'hui ce cerveau collectif, moi j'ai appris ça très, très jeune, la notion d'un cerveau collectif. Je le définis un petit peu pour ceux qui ne sont pas là. Le cerveau collectif, il s'agit de regrouper autour d'une table ou autour d'une salle des gens de compétences différentes dont seul l'organisateur voit le lien entre tous ces gens-là et le produit fini. Et ces gens-là, s'ils sont 10, ça devient un cerveau collectif parce que ça va faire comme 20 puis 30 personnes qui pensent en même temps. Et ça, je l'ai expérimenté toute ma vie parce que j'avais suivi des cours de dynamique de groupe très jeune et j'avais compris le principe de la dynamique de groupe. Et je l'ai mise à rude épreuve souvent. Et la virée nordique a fonctionné malgré nos difficultés. On n'a jamais fait un trou financier. Et l'autre capacité que j'avais à cette époque-là avec mon équipe, c'était d'aller chercher des sponsors. Alors, il fallait de l'argent. Donc, la capacité, pour donner une idée, la première année à moi seul, j'étais allé chercher 85 000 Là, aujourd'hui, la crédibilité est avancée, alors nos revenus peuvent provenir des centaines puis des milliers de participants. Mais quand tu n'as pas de revenus, il faut en quelque part qu'il y ait des pionniers qui ont de l'expérience et la volonté d'aller chercher des sponsors qui vont croire dans cet événement-là. Donc, la virée nordique a commencé comme tout projet avec du bénévolat, une bonne idée, des gens compétents, des gens motivés. Aussi, il ne faut jamais oublier le plancher financier, la capacité de lever des fonds. Ça, je l'ai fait toute ma vie. Je l'ai fait toute ma vie mais il ne faut pas rester dans cette étape-là. Il faut finalement une certaine autonomie. Puis la chance. Je dis tout le monde, il y a un élément de chance. On a eu des moyens, mais non, on a eu 2 excellentes, extraordinaires, dont la dernière qui était Marlène Côté, une gestionnaire, une coordonnatrice d'événements sportifs exceptionnels. Donc, la virée nordique est devenue, dans ma tête, une mission sociale et une mission de santé publique. Je me suis dit, c'est par là que moi, je crois qu'on va améliorer la santé des jeunes. Et ce n'est pas en leur envoyant des cahiers avec des protocoles. Il faut aller viscéralement dans ce qu'il y a de plus profond dans l'enfant, c'est que le désir de s'amuser, le désir de jouer est un profond stimulateur de l'apprentissage. Dans une de mes conférences sur le stress, j'en fais pas autant que Richard, mais j'en ai fait quelques-uns. J'avais un témoignage d'un professeur hindou qui disait, ça, je n'ai jamais oublié ça,
Ici, lorsqu'on enseigne aux jeunes avec des règles dures et de la discipline trop rigide, on coupe leur cortex frontal. On les prive du plaisir d'apprendre. Ils vont apprendre parce que forcé, tout le monde apprend. Par le fouet, on peut apprendre. Mais ce qu'on apprend ne reste pas une valeur dans la tête de l'individu. Alors, si on veut que des enfants aient des valeurs un jour, le goût d'apprendre, le goût de s'impliquer, il faut aller directement vers la fibre du mouvement, du plaisir de jouer. Et ça s'incruste dès le jeune âge. Il ne sent pas l'enfant, il ne sent pas qu'il acquiert à ce moment-là d'une discipline personnelle et surtout, ce que j'ai appelé toute ma vie, parce que je fais du mentorat aussi, la force mentale. La force mentale, ça ne s'apprend pas en lisant des textes et des brochures du gouvernement. Ça s'apprend comme ta fille tantôt, Jenny, qui a commencé tranquillement et qui a participé à Virée Nordique, qui a tombé, qui s'est relevé, puis qui veut participer. Je pense que ce qui distingue les personnes dans la vie qui réussissent, c'est pas juste leur capacité d'apprendre, mais c'est d'avoir acquis une force mentale qui va leur servir à gérer leurs émotions. Parce que, encore une fois, si on ne gère pas ses émotions. Alors, tout ça est packagé actuellement dans mon dernier événement, Planeta Luna. La fête de Pierre Lavoie était l'occasion de regrouper des personnalités publiques liées à la santé. Alors, on avait. Ben oui, c'est ça. Justement, moi, j'étais extrêmement impressionné de qui était là. Puis évidemment, tu me parlais de, bon, tu allais dîner avec un tel. Bon, d'abord, le président d'honneur, c'était qui? Ben, le président d'honneur n'était nul autre que Pierre Lavoie, qui nous avait refusé à Daniel et moi depuis 10 ans la présidence. Fait que, moi, je dis toujours, ben, la virée nordique a eu du succès sans Pierre Lavoie. Bon, là, à partir du moment où on a du succès, on va l'inviter. Alors, Pierre, il dit, ben oui, cette année, ça me tente. Fait que là, mais c'était pas cuit, ça. Il fallait passer par son bras droit, M. Germain Thibault, puis tout organiser ça. Puis je voulais que Pierre parle dans les écoles aussi. Et je trouvais que Pierre avait un pôle attracteur qui me permettait d'attirer d'autres mondes dans la salle. Donc, Ignacio Arruda, je suis allé le voir à Québec. Je me suis déplacé. J'ai la même technique depuis mon enfance, là. J'avais 12 ans, je prenais mon bicycle pour chercher des choses. Là, je prends mon char, je m'en vais à Québec. Le docteur Arruda a accepté de luncher avec moi. Et là, une fois que j'avais Arruda, c'est de mon principe. Une fois que tu en as un, là, tu dis à l'autre, ben, j'ai Arruda. Là, l'autre, tu as Arruda? Ben, écoute, je vais y aller. Là, tu tires à droite et à gauche. Là. Alors, il s'agit d'en avoir deux, trois qui sont. Même si Stanley Volant, le chirurgien Inou, devait être là. Il m'a appelé le soir avant, il dit Jean-Luc, j'ai un empêchement. Alors, il y avait des gens vraiment impliqués, puis je cherchais des femmes aussi. Et j'ai appris qu'il y avait des femmes, des filles actives qu'on appelle, qui est un regroupement de femmes au Québec qui commencent à travailler fort au niveau terrain. Les chefs de montagne étaient là. Il y avait des gens là qui, je voyais qu'à un deuxième niveau, qui pourraient se regrouper un jour puis discuter de comment on va plus loin dans notre société pour améliorer la santé des gens. Parce que moi, ma théorie est toujours la même. Ça commence par le terrain. Et la grande erreur des fonctionnaires dans le passé, c'est qu'ils croyaient qu'on pouvait faire des changements sociaux. On pouvait faire des changements sociaux de haut en bas par des directives, que ce soit scolaires ou autres. Mais personnellement, moi, je viens d'une éducation de jésuite et je le sais bien que mon éducation sur le terrain a transformé ma vie et m'a façonné à tout jamais. Donc, mon objectif était atteint ce soir-là. Après ça, le politique s'en est mêlé. Ah, ça, j'ai trouvé ça vraiment long. À un moment donné, je dis, je suis arnaqué par le politique. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, la députée voulait être là. Après ça, ben, le ministre de la Région de Québec il voulait être là. Puis après ça, quand le ministre de la Région de Québec était là, ben, il en a parlé à d'autres. Ben, la ministre de la Forêt a voulu faire quelque chose. Puis la ministre de la Forêt a dû en parler au cabinet. Puis là, le ministre Dubé a voulu faire quelque chose, il était là. Puis finalement, le ministre Dubé a dû dire au PM, hey, on s'en va dans Charlevoix.
Ben, le PM a dû dire, ben, je le connais, Pierre, il me parle souvent, puis Dubé, il dit, je le connais, Pierre. Alors, l'effervescence du réseautage, là, pop, ça a décollé la soupe, là, puis j'avais des ministres sur place, mais j'avais aussi ceux qui ne pouvaient pas venir, qui ont envoyé une vidéo. Là, j'ai dit, j'ai besoin de quelqu'un, ça, Richard m'a aidé beaucoup, j'ai besoin de quelqu'un dans cet entourage-là qui donne espoir que des changements sociaux sont possibles. Alors, qui j'ai invité, grâce à Rick, j'ai invité Kim Lavoie, qui est professeur que Jenny connaît, qui est venu au Living Lab. Kim Lavoie, qui est une psychologue, qui est une experte en comportements sociaux, qui cautionnait d'une certaine façon cet événement-là, sur lequel on peut bâtir plus tard. Il va falloir dire aux politiciens, écoutez, les changements sociaux qui s'en viennent, là, vous avez échoué lamentablement. Là, on se parle entre vous autres. Je suis plus diplomate que ça en privé, en public, ça fait. Mais vous avez échoué. Et je pense qu'il faut être créatif, imaginatif. Et je pense que les gens, si on fait appel à des choses qui les touchent, on le voit dans la virée nordique, parce que je ne veux pas revenir toujours à ça, parce que Jenny m'en parlait tantôt, ses enfants qui vieillissent veulent y aller. Ça a déjà une influence sur les parents des jeunes. Alors, le jeune qui s'entraîne, ben, il va peut-être manger moins de poutine. Là. Il s'entraîne, il veut aller à la virée nordique. Puis là, il y a toute une porte qui est ouverte, là, d'animation sociale, d'animation humaine, où est-ce qu'on devient, comme dans Charlevoix, comme un projet pilote, parce que notre patron, qui était Jacques Girard, me disait, Jean-Luc, où tu travailles, c'est un projet qui est exportable. Je prends les phrases clés qu'on me donne. Là, bientôt, on a un projet qui va être exportable dans votre région. Commencez par le terrain. Mais ça demande de trouver des personnes sur le terrain qui sont motivées dans l'objectif. Là, je vais bien peser mes mots. Un objectif qui a été mal façonné dans le passé. On a toujours parlé de prévention. Moi, je vous dis tout de suite, je déteste le mot prévention. Ça ne veut rien dire. Au niveau sémantique, ça n'atteint aucune fibre émotive. Prévention, ça a l'air d'une piqûre que tu donnes à quelque part, ou ton vaccin pour aller en Chine, ou bien non, la capote que tu mets pour avoir de NTS. Ça, mais je pense que si on fait appel à un sentiment noble, qui est-ce qu'on ne pourra pas, les Québécois, améliorer la santé des Québécois? Là, on a une sémantique qui est positive, sur laquelle on peut faire plus de chemin positif que des anciennes théories. Puis il faut ajouter à ça des slogans. Des slogans. Pourquoi pas des slogans? Parce qu'on regarde l'histoire du Québec. Quels sont les premiers ministres qui ont eu du grand succès? Les 100 000 emplois de Bourassa. Il y en avait des bons slogans, il y en avait des mauvais. Alors, si l'appareil politique peut avoir un slogan qui résonne, d'ici 20 ans, le Québec peut devenir un modèle comme la Slovénie ou les pays nordiques, peut devenir un modèle dans l'amélioration de la santé. Alors, pour moi, j'ai comme décidé, tant que je pourrais, c'est un grand mot, avec humilité, on est limité par le temps et la santé, d'aller dans cet objectif-là. Puis la prochaine étape, si mes patrons, parce que le docteur Arruda, il a accepté de me voir une deuxième fois, et là, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de vérifier la fiabilité. Il y avait aussi quelqu'un qui était bien important, le domaine scientifique, avec Jean-Pierre Després de Vitam. Et Jean-Pierre Després dit, Jean-Luc, ce que tu fais dans Charlevoix, c'est super. Je m'identifie avec ça. C'est ça que je veux. Le pouvoir au peuple. Power to the people. Power to the people, pas inconditionnellement. Là. C'est d'amener des gens, comme on amène des gens à la guerre pour les faire se battre, ben, il faut amener des gens à la guerre pour avoir notre santé. Je m'arrête là parce que je peux parler. Là. Et bon, puis on ne voudrait jamais t'interrompre, Jean-Luc. C'est fort intéressant. Jean-Luc, tu sais, la question dans le fond, c'est que toi, tu es en train de démontrer, tu as parlé justement là, des académiciens, que c'est théorique, mais tu es en train de démontrer que lorsqu'on pose des gestes concrets, lorsqu'on est capable d'année en année de mobiliser des personnes comme tu le fais avec la virée nordique, qu'il y a des choses qui se passent.
Tantôt, avant même d'entrer en entrevue, Jenny Barrette invitait ses enfants à l'écran qui ont fait la virée nordique. Puis là, ben, tu leur demandais, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tu veux faire ça? Comment tu t'es senti? Et donc, ça, c'est quelque chose de concret. Puis tu vois le nombre de personnes d'année en année, des gens te racontent toutes sortes d'anecdotes. Euh, est-ce que et donc, tu démontres ça, les gens en parlent bouche à oreille, c'est connu à travers le Québec et ailleurs. Est-ce que tu as des données là-dessus sur l'impact de cette mobilisation sociétale, Jean-Luc? Ben, on a eu avant ça, je veux dire une chose sur l'humilité, là. Parce que ceux qui voient Jean-Luc Dupuis se promener avec une pelle, puis à genoux dans la neige, en train de poser des spots pour faire Planeta Luna, ils doivent dire il est un peu sauté, ce gars-là. Là. Puis avec mes bénévoles, moi, quand on travaille des broches comme eux autres, c'est avec eux autres. Mais il y a une petite partie des gens qui disent il doit s'en aller quelque part, Jean-Luc, pour faire ça. C'est ça qui est important. Il faut que les gens tu as assez d'humilité puis pour dire OK, c'est moi qui organise l'affaire, mais je suis avec vous autres dans le day-to-day. Là, puis moi, j'ai un objectif plus loin au niveau sociétal. Oui, mais c'est important que ceux qui sont impliqués là-dedans fassent preuve de beaucoup d'humilité, comme le Living Lab le dit. Quant aux données, il commence à sortir les données. Il commence à sortir les données parce on a eu des bonnes gestionnaires à Virée Nordique qui ont évidemment trouvé des moyens de colliger ça. Un qui me frappe tout de suite en partant, c'est le 60% des filles, 60% des femmes maintenant. La virée nordique, puis pas dans les plus petites activités. Là. On a un marathon sur le bord de la voie ferrée, un 60, un 40, un 30, un 20. On a la journée de la famille. On a dans la vallée des glaces, on a un 15, 20. Les plus jeunes des femmes sont plutôt dans la performance. Les autres femmes sont plutôt 40, 50, 60, 65, peut-être 70, un 15 km sur le plat, pas trop compliqué, mais ils veulent être là-dedans, ils veulent s'amuser. Alors, il faut donner aux gens, aux catégories d'âge, il faut leur donner ce qui va avec eux autres. Et ça, c'est toute la stratégie des gens qui pensent rejoindre une communauté. Il faut leur donner ce qu'ils veulent, ce à quoi ils sont capables de réagir. Donc, les données vont sortir cette année sur plusieurs choses. D'abord, une autre donnée qui est fascinante, c'est qu'il y a 5 ans, on n'avait aucun élève du secondaire. On a eu 150 cette année. On n'avait aucun élève qui faisait du ski de fond ou ski-auton, on en avait une poignée. 190 cette année. On est juste dans Charlevoix, là. On est juste dans Charlevoix, c'est des chiffres. Traduisez ça à Montréal, là. De 190, ça pourrait être 1900, là. Puis si cet événement-là était l'événement à Québec de jeunes, bien là, vous auriez 10 000 jeunes à Québec qui auraient leur virée nordique, puis chaque année, ils s'entraîneraient, puis ils ont hâte d'y aller, puis ils font l'exercice. Puis derrière ça, il y a une autre philosophie euh, qui était un de mes amis qui était là ce soir-là, qui appartient à un mouvement, une fondation qui s'appelle Champion pour la vie. Qu'est-ce que c'est Champion pour la vie? C'est un truc extraordinaire. Il appelle ça la littératie physique. Qu'est-ce que c'est la littératie physique? C'est de faire une série de tests aux enfants en bas âge qui leur fait comprendre que peut-être ils ne sont pas vite en patin, puis peut-être que leurs chums sont toutes vite, mais elle est vraiment bonne pour sauter le plus loin. Alors, ils ont une série de tests qui montrent à l'enfant que si on est patient puis on l'analyse bien, tous les enfants ont des habiletés physiques. Il y en a qui sont plus, moi j'ai toujours les mains en l'air, moi je suis plus habile, donne-moi une affaire de ping-pong, une raquette de tennis, un bâton de golf, je me sens à l'aise. Je donne un bâton de golf à ma blonde, elle ne sait pas quoi faire avec ça. Pourtant, c'est une grande athlète. Elle va courir, elle va faire du vélo. Alors, il faut trouver comment chaque personne peut prendre contact avec son corps, le faire bouger dans des activités qu'on aime faire. Et on récupère beaucoup de jeunes de cette façon-là. Moi, je suis en avoir un sur la glace qui est tombé. Là, il était vraiment mal, puis je suis allé dans la chambre des joueurs, puis il était avec sa maman.
Puis là, on est vraiment sur le terrain, là. Le petit gars, il voulait lâcher, il dit, mes chums sont trop bons pour moi, patati patata. Là, j'ai essayé de le convaincre avec sa mère qu'il aille finir au moins un dernier tour sur la patinoire, puis qu'il revienne avec un sentiment de satisfaction. Mais là, j'ai vu quelque chose. J'ai vu que la mère était zéro présente, zéro encouragement, zéro comportement envers l'enfant. Alors, la virée nordique, finalement, le jeu, il peut être exponentiellement positif si les parents embarquent dans le jeu au lieu de toujours déléguer ça à la commission scolaire. Puis bientôt, la prochaine offensive qu'on va faire, on va la faire chez les parents. On va la faire chez les parents parce que on vit des générations actuellement où est-ce que les parents, ils font des petits, puis après ça, ça s'en va à la garderie. Après ça, ça s'en va à l'école. Puis l'école va tout leur montrer, là. Oui, la connaissance, c'est l'école. Mais le comportement, la persistance, la confiance en soi, les enfants qui n'ont pas d'estime en soi, malheureusement, ça vient de très loin, bien avant qu'ils soient à l'école. Wow. Jean-Luc, et donc, tu es en train aussi de nous dire, là, on est allé encore avec des exemples terrain importants, mais tu es en train de nous dire que, bon, on va analyser ces résultats-là, en fait, vous allez, puis juste des données comme ça, juste de présenter la croissance, la proportion de femmes, Oui, euh, je veux dire, écoute, tout ce que tu pourrais faire en termes de mesurer, chaque événement, mais même l'historique de tout ça, euh, par des entrevues à des personnes, par des mesures cardiovasculaires, pour les suivre des cohortes différentes, randomisées à travers le temps pour voir si les enfants en bas de tel âge, finalement, ils font ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont pas fait, est-ce qu'ils font plus de sport? Quelque chose de bien simple, mais juste simplement raconter ton histoire, même dans des revues de santé publique bien simple, comme un case study, ça serait vraiment important, Jean-Luc. Fait qu'en tout cas, nous, on t'offre si jamais tu veux faire quelque chose, puis je suis sûr que la santé publique avec toi peuvent aussi, mais il y a une valeur juste raconter ton histoire de ce côté-là. mais il Ma y a question, d'autres. c'est quoi Juste ton avant, rêve, Jean? Oui, je n'ai excuse-moi. pas fini. Je vais juste ajouter pour les gens qui comprennent la dynamique de l'organisation. euh, un petit gars ou une petite fille qui a 8, 9 ans, qui fait la virée nordique, quand elle va arriver au secondaire, elle va continuer à vouloir la faire. Et après ça, au secondaire, elle aura acquis cet enfant-là, depuis le primaire jusqu'au secondaire, le désir de jouer, de comprendre, de s'amuser, d'avoir une discipline, de travailler. Ça va même si pendant quelques années d'université, il y a un arrêt, là, parce que moi, je l'ai vécu, j'appelle ça mes années de sous-marin. Je dis à mes filles, quand je suis sorti de ma résidence après 7 ans, j'avais l'impression que je sortais d'un sous-marin parce que je n'avais vu que des salles d'opération, des salles d'urgence pendant 7 ans. Une copine de temps en temps, c'était pas assez. Et puis après ça, quand je suis sorti de là, mais j'avais appris plus jeune, j'étais très sportif et j'avais appris plus jeune. Puis dès que j'ai eu le hockey, que la vie commençait pour le vrai. Alors, tout le plaisir de jouer est revenu. Alors, si on incruste le jeune, même si pendant des années, le jeune n'a pas fait de sport, puis je le vois chez ma fille qui maintenant qui était une athlète super, elle a eu beaucoup de pas des problèmes d'adaptation à son métier d'avocate, puis un enfant. Mais là, ça revient tout, là. Ils sont tous en activité physique, le bébé suit. Alors, on va bâtir une génération qui, euh, qui va être active. Une autre chose aussi, c'est qu'il faut avoir des chiffres. Jean-Pierre Després, puis moi, on a parlé de ça. Si on veut être capable, dans 20 ans, le Québec, de dire on est parti d'un endroit, voici où est-ce qu'on est rendu, il faut qu'on ait les chiffres de base. Puis moi, je suis pas un scientifique de base. Il faut qu'il y ait une équipe qui dise le Québec en 2024, 2025 était là, puis en 2035, on est là, voici les chiffres, voici ce qui était fait. Puis en fin de compte, là, soyons clairs, ça ne coûte pas si cher que ça. Moi, qu'est-ce que je veux vendre aux politiciens? C'est qu'écoutez, ça ne coûte pas cher ce que j'ai fait là par rapport aux centaines de millions pour milliards que vous garochez à droite. Là. Euh, Ben, Jean-Luc, il y a un chiffre intéressant que Pierre Lavoie a mentionné
Oui. lors de sa conférence d'acceptation de la présidence d'honneur, c'est vraiment l'espérance de vie au Québec. Alors, notre espérance de vie maintenant est la plus élevée en Amérique du Nord, au Québec, plus qu'au Canada, et ça c'est récent, plus qu'au Canada et plus qu'aux États-Unis. D'ailleurs, aux États-Unis, ça régresse cette espérance de vie-là. Et lui, donc, il explique un peu tout comment c'est inquiétant, tout ça. Donc, si on ne fait rien, on va avoir tendance à suivre ce qui se passe aux Ah oui. États-Unis parce qu'on est influencé. Mais là, déjà, il y a quelque chose qui se passe au Québec, là. Ben, Pierre Lavoie a eu de l'intelligence, soit lui-même ou soit bien conseillé, rendu au moment de sa carrière d'aller dans le scientifique. Parce que quand on lit, je vous encourage à lire son livre, je l'achète, je le donne, je l'achète, je le donne. Alors, comment il s'appelle son livre, Jean-Luc, pour Faut que qu'on ça ait... bouge, faut que ça bouge. Faut que ça bouge, OK. Et là-dedans, on finit de lire ça, là, puis on est craqué comme ça. Parce que il nous dit que c'est possible. Il nous dit que c'est possible. Puis Pierre a démontré, il est très charismatique d'abord, puis il a démontré qu'il s'est entouré avec des gens forts en organisation, puis lui, il était comme le gourou là-dedans. C'est lui qui allait faire ça, parce que, écoutez, il a commencé au début, lui, c'était pour ramasser des fonds à cause d'une maladie de ses enfants, et ça a tombé comme par destin, ça a tombé sur le grand défi Pierre Lavoie, puis l'équipe santé et ces choses-là. Et moi, j'ai dit le soir, j'ai dit, Pierre, tu es cette pierre sur laquelle il faut bâtir. On va reconnaître, tu vas n'as jamais partie de l'histoire de la santé des Québécois. Puis tous les autres ministres de la Santé vont tout avoir été oubliés, mais toi, on ne t'oubliera pas parce que tu joues un rôle fondamental dans l'avenir de la santé dans la prise de conscience au Québec. Puis, c'est par des petits gestes, parce que, comme j'ai dit, je crois au terrain, chaque famille, chaque quartier, chaque village, chaque municipalité, chaque MRC doivent se mettre ensemble sur le terrain, que ce soit en Gaspésie, vous, Madame la mairesse, excusez, là, vous êtes la mairesse de Stratford. Stratford, c'est ça. Dans le coin de Lac-Mégantic, ça, je pense. Hein? Alors, écoutez, moi, j'ai 2 rencontres de prévues. J'ai demandé au maire de Malbaie, j'ai dit, organise-moi une rencontre avec la MRC. Il faut qu'on se parle. Après ça, je vais aller à Baie-Saint-Paul, je veux rencontrer la MRC. Il faut que le ministère des Affaires municipales dise un jour, traiter la maladie, là, ça appartient au système. Là, OK, là? L'urgence, l'incompétence des fonctionnaires, s'il y en a une, mais c'est votre affaire qui regarde l'incompétence des fonctionnaires. Là. Mais pourquoi que l'amélioration de la santé, ça ne sera pas fait en mission par les municipalités? Le maire de la Malbaie a parlé, et ça, il était super gentil envers moi. Il dit, Jean-Luc a commencé quelque chose avec Daniel, puis depuis que la virée nordique a commencé, il dit, ma demande comme maire d'équipement sportif a explosé. C'est du 3 à 5 fois les gens qui veulent aller à la piscine, qui veulent aller au gymnase, qui veulent avoir un rond de ski de fond. Il dit, je suis estomaqué moi-même. Ben, je vais dire, moi, je ne suis pas estomaqué, là, parce qu'on a fait affaire à la fibre la plus intime de l'être humain, le plaisir. Le plaisir. Si ce n'est pas le fun, c'est pour ça que la santé va mal. C'est pour ça que le ministère de la Santé va mal. Parce qu'il n'y a personne dans ces fonctionnaires-là qui ont beaucoup de plaisir à faire ce qu'ils font. Ils n'ont pas beaucoup d'innovation, ils n'ont pas beaucoup de créativité. Alors, je me suis payé la traite dernièrement sur les fonctionnaires du ministère. J'ai dit, écoutez, là, ça fait 30 ans que je suis médecin. Non, ça fait plus longtemps que ça, mais ça fait 30 ans qu'on accuse la CAQ, les péquistes, le Parti libéral, sont tous accusés de ne pas être capables de régler les problèmes de santé au Québec. Après ça, on attaque les docteurs, on réduit, on attaque l'autorité morale des docteurs. Après ça, c'est les syndicats. Après ça, c'est le Collège des médecins. Après ça, c'est... Avez-vous déjà regardé? Moi, j'ai un appareil pour prendre la photographie, donc on pèse un piton pour la lancer sur le verre de bord. Avez-vous déjà regardé les fonctionnaires comme étant les plus grands responsables du dysfonctionnement du système de santé au Québec?
en Ontario, pas juste au Québec, en Ontario, au Canada, puis en Europe, on voit la même chose. Il y a une commune histoire actuellement dans le monde sur le dysfonctionnement des systèmes de santé qui est directement liée sur le manque de créativité et l'apport des techniques modernes pour dispenser des soins. Jean-Luc, j'aime toujours ça quand tu. Jean-Luc, donc, a une caractéristique d'un leader qu'on a parlé justement à notre dernière réunion, Denise, euh, qui est vraiment l'authenticité, la franchise. OK? Fait qu'il n'y a pas, c'est pas comment on dit, la langue de bois. Bref, et on l'aime de même. Euh, Merci. Parce qu'on a tendance à plus croire des leaders qui parlent comme ça. Donc, on veut plus les suivre parce qu'ils nous disent un peu nos cas de vérité. Et donc, on a parlé de l'aspect visionnaire de ce leader-là, de Jean-Luc Dupuis. Puis là, on a parlé d'ailleurs de capacité de mobilisation, de donner l'exemple avec la vérité nordique et autres. Mais il vient de toucher sur un aspect créatif. Donc Jean-Luc est quelqu'un qui est musicien, comme j'ai dit, c'est un cinéaste, c'est un super film qui a gagné des prix, Riopelle. On l'a joué dans Living Lab pour nos étudiants l'été passé. C'était vraiment une soirée magnifique. Merci, Jean-Luc. Euh, mais Jean-Luc parle de créativité. Alors, Jean-Luc, dans Living Lab, pour la cohorte actuelle de la MRC du Granit, on parle donc ça va être plus un condensé de design thinking. Alors, toi, tu as fait le stage, tu as parlé de design thinking. Comment est-ce que dans ta vie de tous les jours, parce que pour moi, tu es un exemple de quelqu'un qui, tout naturellement, vit sa vie en design thinking. Fait que tu te rappelles des 5 étapes de design thinking, tu sais. Bon, l'empathie, écouter, après ça, c'est de comprendre le problème. Après ça, brainstormer, explorer toutes les solutions possibles et imaginables. Puis après ça, développer un prototype, le tester, puis c'est très itératif. Alors, raconte-moi comment tu intègres ces événements-là dans ta vie quotidienne, Jean-Luc, parce que juste aujourd'hui, c'était une illustration de tout ce que tu fais. Mais je pense que je dirais bien, Richard, que euh, on a juste une sorte de personnalité, soyons clairs. Hein. Je vais gérer ma vie financière comme ça, je vais gérer ma vie familiale comme ça, je vais gérer tout comme ça, parce que you cannot be split. Tu ne peux pas être double personnalité. C'est-à-dire que si depuis mon enfance, j'ai vécu comme ça, moi, je ne m'auto-analyse pas beaucoup. Comme j'ai dit, j'étais un intuitif. Je sens comme des choses qui doivent être faites. Puis là, je suis cette façon d'avoir un objectif puis de l'atteindre. OK, mais Jean-Luc, il y a quand même quelque chose, tu es quand même une personne audacieuse, OK? Donc l'audace, Oui. c'est déjà quelque chose. Alors, comment, explique-moi ça. Tu t'essayes, tu fais des affaires, tu as dit la virée nordique, on a changé de site plusieurs fois, c'est pas toutes tes affaires qui ont marché. À quelque part, tu viens de nous dire que tu as développé des genres de prototypes, des prototypes avancés, il n'y avait pas beaucoup de sous, maintenant il y a des gens qui le supportent. Tu es encore en train de tester des affaires avec Planeta Luna qui était fascinant, mais tu le décris toi-même comme un prototype. Oui. Alors, parle-moi de ça, comment tu fais pour être audacieux comme tu l'es? Ben, c'est une façon de penser. J'essaie comme exemple visuel, je dis toujours aux gens, j'en reviens à mes mentors parce que c'est une des belles expériences de ma vie. Vous êtes dans une chambre, dans une pièce, il y a toujours 3 portes. Non moins 2, non moins 4. Si vous pensez dans la vie qu'il y a juste une porte, vous allez être frustré, déçu. L'optimisme ne fera jamais partie de votre vie. Si vous pensez que cette porte-là, vous rentrez et ça ne fonctionne pas, mais vous savez qu'il faut en ouvrir un autre ailleurs, ça va prendre un bout d'énergie pour sortir de la première porte et aller à l'autre porte. Mais il y a une solution peut-être. Il faut être ouvert au changement, il faut être ouvert aux signes se présentent devant nous, puis jamais accepter les choses comme étant un échec personnel. Si tu prends tout comme un échec personnel, tu ne peux pas. C'est là que l'humilité arrive. Je me rappelle, moi, quand j'ai été obligé d'arrêter de faire l'anesthésie, j'adorais l'anesthésie. J'en ai pas fait une crise. C'était des concours circonstanciels. J'ai dit, je vais faire d'autres choses. Alors, je suis allé apprendre d'autres choses, comme Jenny. Alors, quand on est coincé dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre d'autres portes, on apprend d'autres choses.
Notre capacité d'apprendre n'est pas illimitée compte tenu de notre personnalité, mais il y a toujours une porte de sortie si on accepte l'humilité et qu'on ne prend pas personnel l'échec. Parce qu'on a beaucoup de potentiel dans nous autres. Là, c'est plus facile, rendu à l'âge que je suis, de dire ça. Mais j'ai eu mes moments de doute, mes moments de peine, mes moments de crise, mes moments de... J'ai pas plié des genoux. Pas plié des genoux. J'ai jamais manqué une journée de médecine, moi, parce que ça allait mal. Je disais à ma fille qui est médecin, quand tu es fatigué, tu ne te plains pas. Tu t'en vas sur le sofa, puis dors, puis récupère-toi. L'apitoiement sur son sort, ça ne fait pas partie, la partie de quelqu'un qui veut avancer parce que tu as des défis constamment, puis il faut que tu acceptes tes faiblesses, puis que tu recommences par d'autres avenues. On est un tout, je pense. Mais ça se prépare, ça. Quand j'étais enfant, je me rappelle, j'étais audacieux, oui, audacieux, mais jamais essayé des affaires. Ce qui faisait souffrir ma mère au centuple. Euh, J'étais turbulent, puis jamais essayé des affaires. Fait que j'ai toujours aimé essayer des affaires. C'est une phrase tellement banale, là, mais quand tu aimes ça, essayer des affaires, ben, tu vas en faire des affaires. Tu ne réussiras pas toutes, mais tu vas en faire. Et puis, c'est même profondément psychologique. Le célèbre psychologue Carl Rogers disait, si tu as deux chemins à prendre, tu es à une croisée de chemin, tu ne sais pas les deux, peut-être. Prends toujours le chemin que tu n'as jamais pris. Puis ça va te faire grandir, tu vas te développer vraiment autrement. Puis tu vis un peu ta vie comme ça. Tu développes plein de prototypes, tu essaies plein de choses, Jean-Luc. Et à quelque part, comme dit Mike Ross par rapport au design thinking, tu ne peux jamais perdre. En essayant des affaires, tu ne peux jamais perdre parce que tu apprends toujours quelque chose. Puis apprendre quelque chose, c'est au cœur du bonheur, c'est au cœur de la croissance personnelle. Et ça, c'est extrêmement riche. Peu importe l'expérience, c'est vraiment important de faire ça. Et c'est au cœur aussi de la théorie de l'anxiété, Oui. d'exposition à l'anxiété. Il faut que tu essaies quelque chose que tu as peur, ça te fait grandir, soudainement, c'est beaucoup plus petit dans ta tête. Et Jean-Luc, c'est excessivement intéressant ce que tu dis. Maintenant, pour la dernière, mettons, 20 minutes, demi-heure qu'on a ensemble, c'est intéressant parce que là, on a quasiment un cours privé par la représentante un peu des gens de la MRC aujourd'hui, Denise. Et donc, on explique un peu aux gens que les gens de la MRC du Granit ont entendu parler du Living Lab. Et puis, ils ont décidé de nous contacter puis de faire un genre de session de mini-lab pour développer, améliorer les soins de première ligne ou autre chose. Puis, il y a un élément qu'on a discuté, pas assez encore, mais on a dit, ben, est-ce que vous avez pensé, par exemple, on a appelé ça la prévention, mais le mieux-être. Donc, devenir une région extrêmement connue pour justement cette philosophie de mieux-être que tu inculques dans Charlevoix, Jean-Luc. Fait qu'on on pensait aussi qu'une personne comme toi, et d'ailleurs, commencer ce stage-là avec toi serait vraiment opportun, justement. Fait que là, Denise, est-ce que l'entrevue de Jean-Luc, du moins jusqu'à maintenant, vous a inspiré à dire, ben, oui, il faut faire quelque chose pour les soins de nos personnes. Puis, tu sais, je veux dire, je suis prêt à passer du temps en prévention puis dans le mieux-être sans aucun problème. J'y crois vraiment, tout ce que Jean-Luc dit. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, je me préoccupe aussi des gens qui ont les urgences qui ferment, puis les gens qui n'ont pas de soins adéquats. C'est des questions de vie ou de mort. Si tu n'es pas là, je veux dire, tu ne feras pas d'exercice demain. Mais tu sais, la vision au long cours, puis il y a des inéquités incroyables, mais la vision au long cours, on n'a plus cette capacité financière, même de ressources humaines, à moyen terme, même à court terme peut-être, de prendre soin de toutes ces personnes, toute notre population vieillissante. Alors, Denise, la question, c'est as-tu une lumière qui s'est allumée pour vous? Est-ce des affaires que vous savez bien déjà, Jean-Luc? Bien, pour moi, ça vient de donner un autre exemple.
par hasard, là, j'ai travaillé 4 ans dans la région de Saguenay. Fait que Pierre Lavoie, je le connais quand même assez bien. Puis on a réussi à l'avoir pour certains événements. Puis, tu sais, je connais assez bien comment c'est sa vision, ses cubes, tout ça s'est implanté. Fait que mais je suis contente de voir que j'ai comme un autre modèle de possible. Puis là, ce que je vois aussi, c'est que à la MRC, présentement, au-delà du travail qu'on veut faire sur la santé, on travaille sur une vision de bain de nature, OK? Pour dire la signature de la MRC du Granit, qui a beaucoup de forêts, beaucoup de lacs. Tu sais, on ne peut pas avoir. OK, on n'a pas autant de nature que Charlevoix, peut-être. Ça dépend des gens, comment ils aiment chacun leur région. Mais, tu sais, il y a le bagage qu'il faut, les montagnes, les sentiers, tout ça, tu sais, vraiment. Puis là, on a décidé de prendre un lien comme signature bain de nature ou bien de nature, des choses comme ça. Puis on va avoir des projets. Puis là, ben, là, en vous entendant, ce que ça me fait dire, c'est ah, mais là, on pourrait ouvrir une autre porte, là. Tu sais, parce que si on fait ça, on pourrait rallier nos communautés en arrière de d'autres choses un peu. Parce que, tu sais, on a fait le Mont Mégantic, le chemin des sommets, tu sais, la route des sommets. Mais la route des sommets, ça ne parle pas nécessairement aux jeunes, ça ne parle pas à tout le monde, ça parle aux gens qui sont sûrs de faire des sommets, tu sais. Alors, là, tu sais, je vois plein de potentiel à partir de ce que vous exprimez, M. Jean-Luc. Mon Dieu, on a un grand univers. On a des grands défis aussi, parce que quand vous dites, tu sais, les municipalités devraient prendre leur part, tu sais, moi, je viens aussi du domaine de la santé, là, hein. J'ai travaillé en santé, tout ça, j'ai un bagage en santé. Euh, mais on se fait dire aux municipalités, ben, c'est pas votre tâche sur la santé, c'est pas vos. Écoutez, on a beaucoup de compétences à apprendre en environnement et autres, là. Mais quand on travaille tous les jours auprès de nos gens, de nos citoyens, ben, c'est difficile de ne pas sentir ça, là. Tu sais, moi, pour moi, je le sais que je fais une différence, là. J'ai travaillé pour faire une garderie communautaire, en milieu communautaire. J'ai pris le local de la municipalité pour faire ça. Bon, j'ai été critiquée, mais en même temps, je savais qu'on ne pouvait pas partir une vraie garderie, on n'aurait pas assez de monde. Mais tu sais, on a donné l'opportunité. Mais si je ne fais pas ça, le monde, ils vivront pas, tu sais. À l'école, j'ai du monde qui font un programme qui est, bon, Crocarium, qui est bâti sur la nourriture, là, les éléments d'agriculture, mais aussi, on a la classe extérieure. Puis là, ben, les gens, ils disent, ceux qui sont autour, ben là, ils perdent le temps, là, ils apprennent rien, là, tu sais, faire la classe dehors, que c'est ça, cette affaire-là. Puis, tu sais, ils vont prendre une marche sur nos sentiers on a des sentiers de ski de fond au bout, puis tout ça. Puis là, les gens autour, ils disent, ben, ça n'a pas de bon sens, là, cette école-là, là, comme ça. Mais là, tu sais, en vous entendant, là, je vois plein de choses qu'on pourrait brasser, unir. Moi, je ne connaissais pas là, la virée nordique de Charlevoix. Je connaissais celle en Gaspésie, là, où ça, il faut être pas mal expert pour faire ça. J'ai toujours rêvé d'aller le faire. Puis plus ça avance, moi, je vais être capable d'y aller, là. Mais bon. Euh, je trouve que votre approche, là, c'est porteur, ça. C'est comme. Bon, c'est comme vous dites, là, c'est plein de défis aussi, mais personnellement, ça me parle. Tu sais, je trouve que c'est pas mal intéressant. Euh, Puis ça donne, tu sais, on ne fait pas un petit parc pour faire un petit parc, on fait un endroit pour être capable de donner accès à l'oxygène, donner l'accès à autre chose, hein. Et honnêtement, là, j'aime beaucoup ça, là. Je trouve que ça ouvre les esprits, là. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Oui, tout à fait. Écoutez, quand je vais présenter mes films, j'ai fait mon dernier film était sur les oies de Jean-Paul Riopelle. Oui, J'en ai des milliers. J'ai fait le tour du Québec. Je leur disais, écoutez, moi, comme réalisateur, il y a deux choses pour lesquelles je suis ici. Que vous passiez un bon moment et que vous appreniez quelque chose. À la fin, quand la discussion commence, là je le vois que on rentre par cette porte-là, de passer un bon moment, du plaisir, au lieu de la façon traditionnelle, très académique, on fait une exposition, c'est rigide,
Moi, j'aime ça quand les gens passent un bon moment. La dernière exposition qu'on a ici dans Charlevoix sur Riopelle, c'est Iseu Riopelle, la fille de Riopelle, qui est venue la faire. Puis j'ai dit à Iseu, s'il vous plaît, laisse-toi aller comme tu n'as jamais fait. Fait qu'elle a créé une exposition, puis elle n'a pas suivi les routes traditionnelles. Puis c'est la plus belle petite exposition qu'il y a au Québec sur Riopelle. Je les connais toutes, je les ai toutes vues. D'ailleurs, Rick, je m'en vais voir Samuel Tétrault la semaine prochaine au 7 doigts de la main et il m'a envoyé un courriel pour aller voir le spectacle. Alors, qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est ma marotte, là. Il faut s'adresser de la bonne façon aux bonnes personnes. Et du mur à mur, tout cuit, si tu ne t'adresses pas au plaisir. D'ailleurs, je n'avais écrit ça avant en me préparant. Comment c'est important, Madame la mairesse, le slogan? Comment le slogan peut être sèche ou peut être invitant? Et sans faire une litanie de slogans, je me rappelle parce que il y a un premier ministre du Québec qui avait dit, c'est Johnson, Daniel Johnson, le père, il avait dit souveraineté culturelle ou indépendance. Mais ça, c'est la CAQ. C'est la CAQ. Parce qu'il s'adressait au côté humain des personnes, le côté culturel. C'est ça, nous autres, les Québécois, qu'on pense, on est différents culturellement. Alors, il faut trouver le bon slogan. Ça, c'est difficile. Le mot qui est accrocheur et la sémantique des mots, c'est un grand chapitre. Mais les mots qu'on utilise sont importants. Puis je vous dirais bien, Madame la mairesse, que les compagnies ou les bureaux de communication ne sont pas meilleurs que vous pour trouver le bon slogan. Vous allez le trouver, vous, dans votre milieu, qui va être aussi bon parce que vous connaissez votre monde, vous savez quoi dire pour les rejoindre. Jean-Luc, écoutez, vraiment, écoute, je pense on pourrait passer des heures avec cet échange-là qui ne fait que commencer entre MRC du Granit et Charlevoix, Dr Dupuis, entre autres. On a quelques personnes à l'écran pour cet enregistrement live de podcast. Est-ce que vous avez des questions? Je pense Natacha, Yves, pour Dr Dupuis. Puis après ça, on fait un petit exercice que Jenny va démontrer de wrap-up. Natacha, pas de questions? C'est OK, parfait. C'est que c'est super. Je sais pas. Yves, Denise a une autre question? Oui, bien moi, j'aimerais, tu sais, dans les mots-clés, OK, quand on parle de créativité, audace, il y a aussi courage. Puis là, vous n'avez pas beaucoup parlé, tu sais, je peux le deviner, là, mais c'est pas un mot que vous avez nommé, c'est pas, comment vous placez ça, là, dans votre environnement? Je vais vous répondre très franchement, j'aime pas le mot courage. C'est un héritage judéo-chrétien, religieux, qu'on s'est fait rentrer dans les oreilles jeunes. Et le courage, pour moi, c'est un mot qui est galvaudé. Alors, je ne l'emploie pas, peut-être à tort, j'ai peut-être tort, mais je suis quelqu'un qui était toute ma vie en grande réaction contre les religions de ce monde. Pas que je n'ai pas, je pense, de racines spirituelles, mais ça me fait toujours penser au prêtre qui dit courage, mon fils, à la religieuse, que courage, ma fille, ça va bien aller. Non, le courage, c'est pas quelque chose, c'est une résultante, le courage. Les autres vont dire, il est courageux. Mais toi, tu ne peux pas dire, moi, je suis courageux. Il va dire, Madame la mairesse est courageuse. Richard, il n'est pas courageux. Non, mais c'est les autres. Moi, je sais pas ce que c'est le courage. Je vous avoue franchement, si vous avez un cours à donner sur le courage, ça ne durera pas longtemps. Je ne sais pas ce que c'est le courage. J'ai peut-être beaucoup à apprendre là-dessus, mais je ne sais pas ce que c'est le courage. Ah, mais c'est intéressant quand même, là. Tu sais, mais pour faire ce que vous faites, ça prend de la persévérance ou tu Oui, sais, ça prend une détermination, oui, une valeur fondamentale dans laquelle vous croyez. Bon, mais vous avez bien raison, dans le fond, c'est les autres qui nous traitent de courageux, mais si on avance, on n'est pas en train de regarder si on a du courage ou pas. On avance avec ce qu'on croit et ce qu'on veut, là. tout à fait. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la force mentale, parce que ça s'apprend. Ça s'apprend, la force mentale.
étape par étape. Je l'ai vérifié quand je fais du mentorat chez des jeunes médecins ou des résidents en médecine. Ils m'ont dit, on ne nous a jamais appris, jamais, quelle était la valeur de la force mentale. Non, tu n'as jamais. Il dit, commence par aller lire, là, et je vais te dire une chose, c'est que la force mentale, ça s'acquiert par le corps. Notre corps, c'est ce que c'est forcer. Puis je me rappelle quand je suis arrivé dans Charlevoix, ma copine aimait beaucoup faire du vélo. Madame la mairesse, c'est beau chez vous, ici on a des côtes. Puis des grosses côtes. Puis alors, moi, je me disais toujours, ah, j'haïs ça, les côtes en vélo. Puis je disais, ah, je le fais, je force parce que ça va être bon pour moi. Mais c'était aussi simple que ça. Je savais que l'effort qu'on fournit par le corps, ça renforçait notre force mentale, qui, elle, est peut-être plus sous-corticale, qu'on appelle dans le lobe limbique, dans le lobe des émotions, là, dans cette époque. En tout cas, ça aide beaucoup. Il y en a qui ont une force mentale qui est probablement génétique ou familiale, mais la plupart d'entre nous, humblement, on doit travailler à l'acquérir, cette force mentale-là. Malgré les épreuves, c'est dur une vie. On souffre souvent et on a des déceptions souvent, mais let's go ahead. Justement, let's go ahead avec un wrap-up intéressant, interactif que tu connais bien, Jean-Luc. Jenny, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour ceux qui ont donc un avantage d'être là, live aujourd'hui? Je peux faire ça. J'avais pas le temps de poser une question, hein, on est pas mal. Ah, ben vas-y donc. Okay. Tu le mets ben, peut-être que tu n'as pas envie d'aller là, Jean-Luc, mais tu sais, quand tu as parlé des fonctionnaires là, qui étaient probablement une des problématiques là, pourquoi que les choses n'ont pas avancé, j'aurais aimé ça entendre un peu sur les causes peut-être que tu penses du pourquoi ça s'est créé, là, le fait que soit syndiqué, les contrats de travail, qu'il y ait une job à vie, c'est tout ça qui peut éteindre certaines choses. J'avais envie de savoir si tu avais réfléchi à ça. Ben moi, ça vient de très, très loin quand j'étais étudiant, ma critique des fonctionnaires, parce que je ne sais pas si ce nom-là vous sonne une cloche, les Constandriopoulos de ce monde, qui sont des académiciens, des professeurs en santé publique. C'est eux autres qui ont formé une génération de technocrates en santé, rigides, et un système dans lequel ils sont coincés à l'intérieur d'un système qui doit se perpétuer lui-même. Puis le fonctionnaire, il ne faut pas qu'il fasse d'erreur parce que là, la promotion, son fonds de pension, ils ont besoin de beaucoup d'approbation. C'est un système qui n'est pas fécond. En philosophie, on avait appris, nous autres, qu'est-ce que c'est ce que veut dire la fécondité d'un système. Un système est fécond quand il peut mener ailleurs, qu'il peut s'ouvrir ailleurs. Alors, le système de bureaucratie du système de santé, parce que je l'ai vécu, est dans une situation actuellement d'autoprotection, d'autodéfense, parce qu'il sait lui-même qu'il est condamné à avoir de la difficulté à faire plus. Puis pour que le politique ait une belle façon, il décide périodiquement, on a vécu depuis 30 ans, de faire soit des commissions d'enquête, soit des réformes, parce qu'on a vu des réformes, plusieurs. Puis cette réforme-là ajoute plus de bureaucratie, plus d'étapes conceptuelles, plus d'avoir le sentiment de contrôle. Parce que ce que la bureaucratie a en panique, c'est la peur de perdre le contrôle. C'est, d'après moi, la grande définition. Et c'est ça qu'ils ont envié aux médecins depuis les générations. Je pense que les fonctionnaires ont eu des jalousies subliminales envers le médecin qui, lui, dans la salle d'opération, doit avoir le contrôle. Il doit savoir faire la bonne affaire à l'urgence. Il doit savoir quand accoucher, avoir le contrôle. En général, les médecins sont assez calmes, puis ils doivent avoir le contrôle de la situation. Alors moi, je suis fonctionnaire, je m'aperçois vite que je n'ai pas beaucoup de contrôle. Sinon,
d'inventer d'autres façons, d'autres programmes, d'autres avenues, mais qui ne mènent jamais vers l'amélioration du système. Et c'est pour ça que je suis un des rares critiques à dire ça, mais si on me demandait d'aller plus loin, je pourrais aller plus loin. C'est le système qui fait en sorte que leur éducation dans les écoles de santé publique fait en sorte qu'ils voient leur mission comme une mission de contrôle plutôt qu'une mission de créer des systèmes qui s'ajustent au temps et aux nouvelles réalités. Puis je donnerais comme exemple, moi, il y a à peu près 25 ans, j'étais président de la Fondation de l'hôpital Lamalbaie. Et c'est vrai que des fois, je suis un peu flyé, mais j'avais proposé qu'on achète un appareil de télémédecine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de plus connu que la télémédecine? On avait dépensé 38 000 $ parce que je voulais faire de la télémédecine entre Charlevoix et Québec en dermatologie. Des choses que tu vois. Regarde la plaie, il n'y a pas de dermatologiste, on va te la montrer, puis qu'est-ce que tu penses que c'est? Bien, j'ai été rabroué par les fonctionnaires qui n'ont jamais voulu donner de budget d'opération de ça. Puis moi, je n'en revenais pas, puis je disais, c'est ça l'avenir de la médecine. On est éloigné. J'avais déjà travaillé à Chibougamau. Moi, je savais encore ce que c'est d'être éloigné encore plus. J'ai dit, il faut qu'il y ait des méthodes de communication entre le patient, l'équipe de soins, puis un cerveau qui en sait plus que nous autres, là. Mais si le fonctionnaire à cette époque-là avait dit, hey, l'idée du docteur Dupuis de Charlevoix, là, hey, ça c'est bon, ça. Hein? Mais il ne peut pas faire ça, le technicien, le bureaucrate, parce que nous autres, on était à l'hôpital, puis ça s'en allait par la suite à Québec, au système de santé, dans un département. Puis là, pour avoir la permission d'être audacieux, à qui demandait la permission d'être audacieux? Il en demandait un peu en haut. Puis là, ça n'allait pas loin, cette affaire-là. Alors, je pense que la bureaucratie. Nous, on a eu avec ton excellente question, on a quand même eu une très bonne explication de la perspective de Jean-Luc sur la bureaucratie. Et d'ailleurs, juste pour vous dire, on a déjà jasé de ça dans le Living Lab, mais une des raisons principales, si on gratte un peu plus loin, pourquoi on a créé le Living Lab, c'est justement un peu en réponse à une certaine souffrance de la bureaucratie dans le domaine de la santé. Hein. C'est pour essayer de les en faire un peu sous l'égide un peu de la recherche, de tester des trucs localement petits, puis après ça, peut-être l'amener un peu plus tard. On est très prudent à s'embarquer dans une gouvernance assez complexe de toutes sortes de façons. Fait que c'est assez naturel. Mais Jean-Luc donne un bel exemple. Donc, on va devoir terminer. Jean-Luc? En terminant, je veux juste te souligner ton apport, Richard et Jenny, parce qu'il y a eu des problèmes sur le terrain ici dans Charlevoix, où est-ce que le Living Lab a eu l'occasion de travailler, puis ils ont trouvé des solutions sur le terrain qui sont efficaces, qui ont fonctionné. Alors, le fait pour la bureaucratie, ça la rebute d'écouter le terrain. Ça la rebute d'écouter les suggestions de, je ne sais pas, en Gaspésie qui ont un tel problème, les autres, ils savent un peu comment. Là, il faudrait que la solution, ça soit toujours une solution qui s'applique partout au Québec. Non, chaque région est différente. La Gaspésie n'est pas pareille. Le Grand Nord n'est pas pareil. Ma fille travaille à Pauvilly-Touc en urgence. C'est pas pareil. Alors, mais la bureaucratie est rebelle à accepter comme des solutions que le Living Lab, avec Richard et Jenny, avaient trouvées pour que les urgences ne ferment pas. Merci pour ça, Jean-Luc. Qu'est-ce que tu penses que la bureaucratie pense du Living Lab? Ben, si j'en pense, ce que Jacques Girard de la santé publique a dit à plusieurs fois, on observe de près ce que fait le Living Lab. Je pense qu'il aimerait beaucoup avoir la liberté intellectuelle et cette capacité-là d'ouvrir la porte à des solutions nouvelles et constructives. Puis, je pense que ça va s'opérer. Moi, je suis un gars qui est assez confiant. Je vais peut-être je vais peut-être brasser la cage un peu, mais j'ai confiance qu'éventuellement, le Québec ne peut pas continuer sur un budget de 120 milliards de dépenser 52 milliards pour la santé.
Et cet argent-là, pour pouvoir qu'il y ait une reddition de compte un jour, une imputabilité un jour de l'appareil de la bureaucratie, parce qu'il s'en gaspille des centaines de millions constamment, qu'un jour, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il ait une reddition de compte là-dessus, parce que cet argent-là aurait pu être très bien utilisé par les régions qui connaissent leurs besoins. Je vous donne juste un exemple. Quand il est venu le temps d'inventer le dossier médical électronique, tout le monde connaît maintenant un dossier, un DMI. Bien, les gens, il y avait une série de docteurs à Sacré-Cœur, parce que si moi je fais des films, il y a des cracks d'informatique parmi mes docteurs. Les gars et les filles avaient trouvé, ils avaient inventé un excellent dossier médical électronique, mais c'était rebuté. Le gouvernement a perdu 2 milliards avec des firmes de consultants pour le dossier médical électronique. S'ils avaient écouté les médecins, actuellement, là, ceux qui bâtissent le dossier médical électronique, on prend exemple Medfort. Medfort qui est un des plus gros au Québec. Savez-vous comment est-ce que Medfort fait de l'argent? Il fait de l'argent parce qu'il demande tout le temps au médecin, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon dossier électronique? Les pauvres docteurs, qu'on est tellement bons et tellement généreux, on lui donne toutes les réponses sans être payé pour ça. Au contraire, notre facture de DMI augmente. Fait que le gouvernement devrait être à l'écoute, plus que ça, de ceux qui connaissent la réponse à beaucoup des problèmes. Un autre exemple de mobilisation, retourner et écouter les personnes. Étape numéro 1 du design thinking, puis on a dit c'est 50% de la bataille qui est gagnée juste à écouter la perspective des gens. Puis là, on va écouter la perspective de Jenny avec le petit exemple. Donc, on va faire un petit tour de piste rapide. C'est un wrap-up, fait que c'est une réponse un peu en rapid fire. Donc, Jenny, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, dans le fond, chacun va dire une chose qu'on a appris ou retenu aujourd'hui, puis comment on se sent. Donc, je commence, puis je vais passer la POC après. Donc, ben, ce que j'ai appris ou retenu, c'est pas vrai que c'est appris, mais que tu l'as ramené de façon, c'est que ça part de très près de nous à petite échelle pour faire grandir quelque chose. Puis ça, c'est toujours important de se le rappeler. Les actions concrètes qu'on va mener. Et ben moi, ça me pompe, ça me motive. Puis c'est de même que je repars en ce vendredi fin de journée. Puis je vais passer la parole à Madame Denise. Je vais commencer par le sentiment, là. Pour moi, je suis bien heureuse d'avoir pris le temps de venir écouter. Je savais que ce serait plus régénérant de l'entendre en direct, même si c'est toujours bien intéressant d'écouter les autres, mais de pouvoir partager puis d'avoir un échange sur des volets. Alors, pour moi, je suis bien heureuse d'avoir mis le temps pour faire ça. Ce que j'ai appris, c'est d'une certaine façon, tu sais, Rick, tu as essayé de faire dire à Jean-Luc un peu sa démarche de design thinking, mais il a décrit sans la nommer. Et puis moi, ça, je trouve ça intéressant parce que j'ai reconnu là-dedans des choses que moi, que j'ai faites en mobilisation de personnes, là, mobilisation syndicale, mobilisation de milieu, mobilisation de radio communautaire. Et là, pour moi, ça ouvre encore plus sur qu'est-ce que ça veut dire le design thinking, où ça va, comment ça se matérialise, quelle sorte de tête ça fait, ou en fait plutôt quelle sorte de tête et d'esprit et de cœur, qu'il faut que ça soit tout relié pour que ça puisse entrer en action. Donc, moi, c'est ça que je trouve qui est devenu encore plus clair aujourd'hui avec les propos de Jean-Luc. Et vous passez la POC à qui, Denise? Ah, ben je vais la passer à Natacha. Merci, Denise. Ben moi, j'ai vraiment aimé là, justement là, entendre de voir la puissance qu'il y a derrière le cerveau collectif là, que vous avez nommé, cette intelligence collective-là, justement, quand elle se met en action, quand ça passe par l'effort du corps aussi. Pour reprendre un peu ce que Denise disait, le lien entre le corps, le cerveau et le cœur, ben en tout cas, oui, il y a une force, puis je trouve ça le fun, puis ben, ça m'amène à nommer justement mon émotion, c'est un optimisme,
puis une certaine détermination à la trouver, la solution en gang. Natacha, pouvez-vous juste vous présenter un peu? Vous faites partie de l'équipe pour Jean-Luc, l'équipe du Granit. Oui, dans le fond, c'est ça, c'est que la MRC m'a embauchée comme chargée de projet. C'est moi qui va un petit peu là, coordonner là, tous les membres de cette grande équipe-là qui est attachée à trouver les solutions à ce projet de Living Lab avec vous. Vous passez la POC, il reste Nathalie, Yves, je ne sais pas si... À Nathalie! Nathalie, bon. Merci. Alors, c'est toujours un plaisir et un honneur de vous entendre, Jean-Luc. Et écoutez, moi, je comprends pareil dans tout ça que, ben, comme un bon leader que vous êtes capable de rapidement reconnaître que vous avez besoin de gens autour de vous pour remonter vos projets. Un bon leader, c'est bien s'entourer. Et vous êtes très humble par rapport à tout ça parce que justement, vous donnez le ton avec une approche qui donne à tout le monde sa place dans cette organisation-là, dans toutes les organisations dans lesquelles vous êtes. Donc, c'est l'humilité aussi transcende dans vos propos. Puis, je pars avec une plus grande confiance envers moi-même de m'impliquer davantage au niveau sportif. Comme je disais à Richard, moi, j'ai vu les skieurs passer devant chez moi, puis on est allé marcher quand même. On a jasé avec quelques skieurs en marchant avec le petit chien, tout ça. Mais je me disais, moi, je pense que l'année prochaine, là, je vais m'embarquer sur les rails. Fait que vous m'avez beaucoup inspiré. Fait que l'année prochaine, ce sera un rendez-vous. Et voilà, Jean-Luc, une personne à la fois, exemple. Elle assiste au Oui. Zoom, elle habite Saint-Irénée, elle voit les skieurs passer, elle rencontre un des fondateurs, elle va peut-être s'embarquer. Donc, Yves. voilà, merci Nathalie. Et donc, il reste Yves. Yves Bonjour. ami de Oui, Jean-Luc. Donc, oui. alors Yves, comment tu te sens aujourd'hui, toi qui connais Jean-Luc, et qu'est-ce que tu as retenu de ça? Ben, je ne suis pas surpris de la conférence, mais moi, ce que je retiens beaucoup, c'est effectivement, puis c'est pour ça que ça nous rapproche beaucoup, Jean-Luc et moi, le sport et le corps. Hein. C'est un antistresseur, le sport, prendre l'air, bouger. Fait que c'est ce que j'ai retenu le plus. Puis c'est ce qui me rejoint le plus aussi, le sport, bien entendu. Alors aujourd'hui, on a reçu notre ami du Living Lab. Oh, Jean-Luc qui veut mentionner quelque chose. Ah, parce que Jean-Luc, oublie ça, Jean-Luc. D'ailleurs, la parole est à toi parce que, dans le fond, on te lance la balle. Enfin, on commence à être rouillé un peu. on te lance, on te passe la POC à toi pour que tu puisses nous dire, toi, comment tu te sens aujourd'hui et qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là? Écoute, moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Je suis rendu dans cette période-là de ma pratique où est-ce qu'il y a plus de plaisir que de contraintes. C'est-à-dire que je peux partager plus qu'avant, je peux participer plus qu'avant, je peux me sentir en équipe plus qu'avant. Parce que c'est une vie très solitaire, la vie d'omnipraticien en région. On est des grands solitaires. Pensez pas que les médecins, ça se tient ensemble. On est chacun dans notre activité, salle d'urgence, à salle d'accouchement, en bureau, en cabinet, en salle d'opération. On est des grands solitaires et j'ai le grand bonheur depuis plusieurs années d'être capable de travailler comme j'aurais voulu le faire. En fait, c'est une réaction à une de mes grandes déceptions de ma vie qui pensait que la médecine, on travaillait en groupe, on travaillait en équipe, puis malheureusement, ça ne s'est pas été le cas dans ma pratique. Même dans le Grand Nord, on était laissé seul à soi-même. Alors, le sentiment que j'ai, c'est je suis tellement content un vendredi après-midi d'être avec vous. Ça, je peux dire ça. La dernière chose que je suis obligé de vous dire, parce qu'il y a un deuxième côté de la Lune qui est bien important, c'est de vous assurer à éliminer les pommes pourries qui sont dans vos organisations. Ça, pas souvent les gens disent ça. Moi je l'affirme parce que nous, à l'intérieur de certaines organisations, on a eu, avec respect, mais là, je dirais quasiment comme Madame la mairesse, avec courage, on a été obligé maintenant, à certains moments donnés, de s'assurer que certaines personnes ne continuent pas parce que tu sens qu'à travers l'organisation,
ils ont un risque de désarticuler la cohésion qu'il y a vers l'objectif qui va là. Alors, soyez assurés que ça doit se faire le plus souvent et la plupart du temps dans une forme de négociation humaine. Mais à un moment donné, s'il faut tourner la vis, il faut tourner la vis. Je termine là-dessus. Aujourd'hui, on a reçu Dr Jean-Luc Dupuis, médecin de Charlevoix, de santé publique, cinéaste, puis cofondateur de l'Agri Nordique pour parler de l'amélioration de la santé et d'inspirer les gens de tout le monde qui vont écouter ce podcast, mais particulièrement ici, nos pensées vont avec les gens de MRC du Granit qui font un stage particulier avec nous. Et donc, merci tout le monde et il y aura un podcast très bientôt. On vous réserve quelques surprises. Merci.